Précédemment, dans Alert Spoiler. Tu vas m'aider à faire ce que tu sais faire le mieux. Ressusciter quelqu'un. Laisse-moi deviner. C'est trop top d'être en vie. Je ferai en sorte que tu ne reviennes pas cette fois. Mais le Tardis a quitté la planète et a rompu tout contact. Retrouvez-les et procédez à un sauvetage si nécessaire. À vos ordres. Ils commencent à me courir, ces connards de droïdes. Il faut se débarrasser des vaisseaux là-haut qui n'arrêtent pas de nous en envoyer. Une idée? Ouais. Occupez-vous de ceux qui sont encore à terre. Tenez. Oh, mon tournevis, il m'avait manqué. Et évitez de crever une deuxième fois, patron. Toi, évite de crever tout court. On essaiera. Oh mon dos. On ne va pas refaire ça pendant au moins 2 ans. Oui. You are tearing me apart, motherfucker! Toi? Si tu tiens ta deuxième vie, dépêche-toi de me suivre. Attends, il y a Willy qui est encore derrière. Courez! Courez vite! Ah bah le voilà en fait. On fait des plombs à la faille. Ouf, on a eu chaud. Oh, ça va. On a eu pire. Eh bien, bravo. Vous êtes content? What the fuck? Ok, même moi je m'y attendais pas à celle-là. T'es un putain d'hologramme? Eh ouais. Pourquoi crois-tu que mon image semble toujours à part de ton environnement et que je joue aussi mal? Bah, je sais pas, je croyais que c'était pour me faire passer pour Shakespeare en comparaison, mais... Attends, mais comment ça marche? Comment t'as fait pour buter les robots tout à l'heure? Et comment tu peux faire tous ces trucs depuis tout à l'heure si t'es un putain d'hologramme? Tu vois les hologrammes dans Star Trek?
Ouais. Bah, c'est tout aussi bizarre. Ah, ok. Et pourquoi tu l'as frappé, toi, Willy? Je vous rappelle que c'est lui qui vous a mis Dead Fox dans les pattes et vous a fait tuer. Ah, mais c'est vrai, ça. Ah, et en plus, j'ai découvert que c'est lui qui vous a envoyé les costards cravates pour que vous critiquiez les American Pie. Chier! C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir sauvé la vie? Tu m'as sauvé la vie une fois. Combien de fois tu m'as fait de crasse? Pas faux. Bon, tu peux nous déposer alors? Non, d'abord je dois vous emmener auprès de l'homme de l'ombre. Qui? Le chef de la Ligue. La quoi? Longue histoire, il vous expliquera. Qui? L'homme de l'ombre. Qui? Bon, tu vas répéter ça encore longtemps? T'as vraiment pas d'humour, toi. Si, j'ai de l'humour. Ah ouais? Prouve-le. Toc toc. T'as déjà pas de cœur, alors de l'humour. J'ai un cœur, comment crois-tu que je respire? T'es un putain d'hologramme, mec. Là, je suis un hologramme. Oh. Donc, t'as un corps physique, en fait. Et... Où t'es, donc? Pourquoi tu te montres pas? Je veux pas... Pose pas de questions et évite de me juger sans me connaître. Bah excuse-moi, mais faire péter une planète sans lui donner sa chance, menacer les gens pour leur demander de faire un truc qu'ils auraient pu faire si on leur demandait gentiment, et tendre une bonne 50aine de pièges pour forcer la personne à partager son point de vue, le tout en se planquant derrière un hologramme. Ouais, avec tout ça, tu nous demandes de pas te juger, hein? Les sacrifices sont nécessaires dans cette guerre pour l'imaginaire. Ah bah tu vois que t'as de l'humour finalement, tu utilises encore ce terme débile. Je disais donc, des sacrifices sont nécessaires dans cette guerre. Et s'il faut t'envoyer en enfer pour te rendre plus docile, je suis partant. Bla bla bla, putain de robot. T'as même pas d'objectif, t'as même pas de but, alors me parle pas de sacrifice, tu veux? J'ai quelque chose à défendre. Ah ouais? Et c'est quoi ce but? L'imagination contre la médiocrité. C'est mon but à moi aussi, pourquoi tu me fais chier alors? Parce que tu n'as pas vu à quel point l'imagination est en danger et à quel point il faut la protéger. Tu n'as pas vu l'horreur. Je t'en prie, je reviens de Disaster Movie là. Je te mets au défi de me mettre face à pire. Ok. Je te mets au défi de rester aussi léger après que t'aies vu l'horreur. Tenu. Ça tombe bien, ça fait un petit moment que je n'ai pas critiqué de film de merde. Ça fera les dents, tiens. Bon, alors c'est quoi ta fameuse horreur? Le fils du masque. En fait, je viens tout juste de ressusciter là, tu vois, donc je pourrais pas plutôt critiquer un truc plus innocent, genre un épisode merdique des Power Rangers? Le fils du masque! Putain! Ok, donc... ça va être plaisant tout ça. En 1994 est sorti The Mask, le film qui lança définitivement Jim Carrey son style de jeu délirant que nous lui connaissons. Il y joue Stanley Ipkiss, un employé de banque fan de Tex Avery, malchanceux, minable, naïf et qui n'a jamais les couilles de dire ce qu'il pense. Vous savez, Madame Bonpoil. Quoi? Non, c'est rien. C'est tout à fait ce que vous êtes, Ipkiss. À moins que rien. C'est toi, Mégère, que j'aurais dû mettre au garage pour une vidange. Mais tout change quand il tombe par coup du destin sur le masque qui lui donne le pouvoir de devenir ce qu'il rêve d'être. Et ainsi, le fan de Tex Avery devient naturellement un personnage à la Tex Avery et ne se donne aucune limite à tout ce que Stanley peut faire. Et il prend plaisir à se lâcher. Rajoute à ça la couleur verte et il est assez proche de Hulk en fin de compte. Et durant le reste du film, il devra vivre avec les conséquences de ses actes tout en évoluant en lui-même pour enfin devenir l'homme qui laisse parler ses tripes, qui se bat pour ce qu'il veut et se faire Cameron Diaz à la fin. Floride. Le film a eu un énorme succès à l'époque et... c'était mérité. Non seulement le film permet de démontrer le talent de Jim Carrey qui arrive à faire sa fameuse tronche de cartoon malgré les 45 couches de prothèses qui composent son masque, là où d'autres acteurs sont paralysés par 2 couches de plâtre, mais dans les moments où il ne porte pas le masque, il est aussi très juste et naturel, le rendant supérieur à Michael Youn ou à Nelly Simon de balle et donnant un aperçu de ce qu'il pourrait faire dans un futur Truman Show. En plus de ça, les effets spéciaux sont excellents, l'histoire à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde est très bien exploitée, la réalisation est pas mal et apporte beaucoup de scènes cultes. Donc après le succès de ce film, tout le monde, des spectateurs aux producteurs, espérait voir une suite.
Et c'est là que commence le bordel. Le film s'est fait attendre pendant 11 ans. Le réalisateur était partant, Jim Carrey fut payé 10 millions de dollars pour revenir, mais il refusa. Parce qu'après avoir joué dans Ace Ventura en Afrique, il s'est rendu compte que jouer un personnage qu'il avait déjà joué l'emmerdait. Apparemment plus maintenant, vu qu'il va jouer dans le prochain Dumb and Dumber. Mais enfin, le projet resta dans les tiroirs et fut totalement réécrit. Ce fut particulièrement chiant pour le magazine Nintendo Power, qui avait organisé un concours où le gagnant jouerait un figurant dans le Masque 2. Vous imaginez le pauvre gosse qui se rend compte que le truc pour lequel il s'est battu tout ce temps n'existera jamais? Après, ça aurait été marrant de garder le concours et récupérer le gagnant pour le faire jouer dans le Fils du Masque. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie! Mais enfin, finalement, les producteurs ont déterré le projet, ont déterré le réalisateur de Comme Chien et Chat, et ont kidnappé Alan Cumming et Bob Hoskins pour faire enfin une presque suite au Masque sous une forme d'abomination à la Frankenstein, le Fils du Masque. Est-ce que l'attente de plus de 11 ans et tout ce travail pour sauver ce film valait le coup? C'est le 75e pire film de l'histoire selon Rotten Tomatoes, et il a gagné dans 2 cérémonies différentes le prix de la pire suite en 2015. La même année est sorti The Ring 2, Triple X2, Le Transporteur 2, Miss FBI et 13 à la douzaine 2. Dans un sens, ouais, ça valait le coup, ils ont fait péter un record et tout, mais c'est pas vraiment le genre de truc pour lequel on serait fier. Mercredi. C'en est à un point où les premières images montrent déjà le plus gros problème de ce film. Vous avez remarqué que l'univers de ce film est très cartoonesque et comics, là où dans le premier film, l'univers était au contraire très réaliste et naturel. C'est bien entendu dû au changement de réalisateur, ce qui n'est pas mal en soi. Ça arrive souvent qu'un réalisateur ayant un certain style et une certaine ambiance change les trucs de la saga dont il adapte la suite. Ça fait le charme d'Harry Potter, de Mission Impossible, d'Alien, mais dans le cas présent, ça détruit le concept. Dans le premier film, le monde réaliste, et parfois même menaçant, renforçait le contraste avec le pouvoir du masque. À quel point le monde du premier film était menaçant? Eh bien, vous vous souvenez de Peggy? Il y a une scène supprimée où elle s'est fait tuer par Dorian. Ouais, c'est à ce point. Déjà, ça montre que, oui, ce truc est magique et rend son porteur quasiment invincible. Et surtout, ça rendait des scènes, comme celle où le masque piège toute une armée d'équipes d'intervention avec une danse cubaine, encore plus drôles. Mais en rendant l'univers du film aussi cartoonesque que le masque, ben, du coup, tu casses la force du masque lui-même. Tu détruis le contraste qui faisait fonctionner l'humour du film. Donc, littéralement, le film est tellement mauvais que les angles, les couleurs, la lumière et l'ambiance de sa première scène démontrent en quoi le film ne marche pas. Et c'est comme ça pendant tout le reste du film. Mais enfin, nous retrouvons le Dr Newman, seul acteur qui a accepté de revenir, dans son meilleur cosplay du 11e Docteur, faisant la présentation d'une exposition sur la mythologie nordique. L'affreux là, c'est qui? C'est Loki, le dieu de l'embrouille, surnommé le malicieux. Dire qu'il va se faire virer dès qu'Avengers sortira. Oh, et oui, il a appelé Dieu des embrouilles. C'est dû à une mauvaise traduction de la VF. En VO, ce serait plutôt le dieu du mal, le dieu de la malice, ou si tu veux vraiment faire bébé, le dieu de la bêtise. Et selon Wikipédia, c'est le dieu de la discorde. Le dieu des emmerdes, ouais, voilà. C'est le plus jeune fils d'Odin, la mythologie... Quoi? C'est le plus jeune fils d'Odin. Ok, là, tu vas vraiment te faire virer une fois qu'Avengers va sortir. Thor, explique-lui. Il a été adopté. Exactement! Loki est en réalité le fils du géant Laufey. Même la version soi-disant traître parce qu'ils ont osé mettre un noir dans le rôle d'un dieu nordique respecte ce point. D'habitude, je ne critique pas ce genre de trahison, car ça n'influe pas sur la qualité du film. Mais là, ce film se veut en partie comme une suite de la mythologie, dans la même chronologie, dans un monde où la mythologie existe. Contrairement au Thor d'Avengers qui se montre plus comme une adaptation assumée libre de la mythologie. Ce sont des aliens dont l'histoire et la composition est inspirée de la mythologie, mais pas la mythologie elle-même. Donc se permettant des changements pour le genre, le format et le réalisateur. Mais là, ça se passe dans un après la mythologie. C'est une suite. Dans ce cas, respecte la mythologie. Surtout que c'est la mythologie. Et il montre l'une des créations de Loki, le masque. Ben... Ouais, ça va avec ce qui était expliqué dans le premier film, que le masque était lié au dieu Loki. Stanley suggérait même que Loki était enfermé, et une scène inédite indiquait que les pouvoirs de Loki lui ont été retirés et enfermés dans le masque.
Mais ce n'était qu'une supposition et un point scénaristique abandonné, donc ça compte pas vraiment. Et je suppose qu'après, Newman a fait les recherches et a découvert ce qu'était vraiment le masque dans la mythologie. Donc, ouais, jusque-là, il semble respecter le premier film. Jusque-là. C'est un pur exemple d'allégorie mythologique. Loki représente le ça, la part refoulée de nous-mêmes, le masque n'étant que l'instrument de sa libération. J'ai traité ce sujet dans un ouvrage que la critique a salué. Et donc, de tous les as, s'il vous plaît, on ne touche pas aux objets exposés. Je vous disais donc que de tous les as, Loki est le seul capable de se transformer. Tiens, je me demande si le mec en veste mystérieuse, chapeau mystérieux et joué par l'acteur le plus connu de film se révélera être Loki. C'est tellement subtil. Damnation, il a dit s'il vous plaît, donc je peux pas utiliser mes pouvoirs infinis pour prendre le masque quand même maintenant. Quoi qu'il en soit, le dieu de l'embrouille était un objet de honte pour Odin et les siens. En fait, c'était un enfant tellement dissipé qu'Odin fut obligé de le précipiter au fond d'un puits creusé dans la terre. Mensonge! Loki marque un point. Il faut vraiment te virer, Newman. Déjà, Loki n'a pas été enfermé dans un puits, mais dans une caverne, où il y est attaché à une pierre avec les boyaux d'un de ses fils, arrachés par son autre fils, et un serpent venimeux dans la gueule, parce que faut pas faire chier les dieux nordiques, où il y restera jusqu'à la fin du monde, Ragnarok. Et c'est pas seulement Odin qui a enfermé Loki, ce sont tous les As, le célèbre Thor en premier, qui l'ont enfermé. Et ils ne l'ont pas enfermé parce qu'il faisait honte ou parce qu'il était dissipé, Mais parce qu'il a tué son frère adoptif, Balder. Et là, vous avez Balder, dieu de la beauté. Un petit passage sur Wikipédia m'a suffi pour être un meilleur spécialiste en mythologie nordique que toi, Newman. Quoique même pas, suffit de regarder Thor pour être un meilleur spécialiste en mythologie nordique que toi. Aussi, Loki est le dieu du mensonge. Donc s'il te traite de menteur... Ouais. Mais enfin, Loki, joué par l'excellent Alan Cumming, révèle alors STOP! Pourquoi Loki a une tête verte? Que le porteur du masque ait un visage vert, ok, c'est le masque qui englobe sa tronche et devient une seconde peau. Mais pourquoi Loki a la même gueule verte? Parce qu'il a choisi cette forme? Dans ce cas, pourquoi? C'est ni effrayant, ni imposant, ni joli, ni quoi que ce soit en fait. Pourquoi il se transforme? Qu'il change de costume, ok, mais pourquoi se transformer en tronche verte? Et c'est quoi cette coupe? Mec, tu étais plus classe avec des cornes. Pourquoi cette coiffure? Pourquoi tout gèle? Pourquoi te transformer pour une forme aussi ridicule? Thorian était plus effrayant et charismatique que toi. Était censé être plus puissant et plus divin et dangereux que lui. Enfin, censé. Vous verrez. Et on en profite pour donner un autre coup de marteau à ce que je disais tout à l'heure avec Newman. Vous semblez être en désaccord avec mes théories. Vous voyez ce que je disais? On fait de Newman un personnage de cartoon à la Droppy, qui n'est pas impressionné par un dieu qui se pointe éclair et tout devant lui, donc détruisant la puissance de Loki lui-même dans sa première scène. Même quand Loki lui arrache la gueule, il reste stoïque. Mais enfin, il découvre que le masque est un faux, balance une vanne qui marche pas en VF, et se débarrasse des gardes du musée en... Pourquoi il tire avec les doigts? Il peut tout faire, pourquoi ne pas changer ses mains en vrai flingue comme dans le premier film? Pourquoi faire ce gag si perché? Et maintenant que j'y pense, pourquoi il a des pouvoirs de cartoon? Si Stanley se transformait en personnage de cartoon dans le premier film, c'est pas parce que le masque transforme ceux qui le portent en personnage de cartoon, mais les change en ce qu'ils veulent être. Quand je mets ce masque, je suis capable de tout. Je peux être ce que je veux. Et Stanley rêvait de devenir un personnage aussi libre et déjanté et charismatique qu'un personnage de Tex Avery. De l'autre côté, Thorian rêvait de devenir un démon que les balles ne peuvent arrêter. Et Milo rêvait, oui parce que les chiens peuvent rêver, de devenir un pitbull. Ça ne les a pas changés en personnages de cartoon, mais en créatures sans consistance ou limite correspondant à ce qu'ils veulent être au fond d'eux. En Dieu quoi. Donc pourquoi Loki se transforme en personnage de cartoon? Parce que les mecs qui font ce film n'ont rien compris au concept du premier film. Rien que l'ambiance du film nous le prouve. Merci, vous tombez bien. Vous trouvez? J'en suis sûr. On n'a même pas fini la première scène. Les crédits ne sont toujours pas finis. Et ce film est déjà une grosse pause.
Ça va être très douloureux. Donc après ce bordel inutile et pas drôle, Loki repart à la recherche de son masque, que l'on retrouve en train de flotter dans la rivière après que Stanley l'ait jeté à la fin du premier film. Il se fait repêcher par un chien tellement similaire à Milo que j'adore imaginer que c'est Milo qui a fugué et s'est fait adopter par un autre fan de chiens et de Tex Avery juste pour repêcher le masque. Rien que la façon dont il chope le masque dès qu'il arrive à la terre ferme, c'est limite si le chien n'a pas calculé où le masque allait échouer. Il est pas con ce chien. Mais enfin, le fan de chien et de Tex Avery qu'il s'est trouvé est joué par Jamie Kennedy. Et il s'appelle... Quoi? Il n'y a rien qui te choque. Non, quoi? Bah, le fait que c'est pas Jim Carrey? Ah! Non. Sérieux? Le fait que la principale qualité du film original ne soit pas revenue dans ce film ne vaut pas la peine d'être mentionné, selon toi. Bah, même pour faire un bon film, Jim Carrey n'avait pas à revenir. Quoi? Ben oui, si tu réfléchis, le personnage de Stanley était parfaitement conclu. Il avait fini son évolution et il n'y a plus rien à raconter avec lui. Le faire revenir dans une suite n'aurait servi qu'à plus de moments drôles avec Jim Carrey, parce que le personnage n'évoluerait pas plus. L'aspect Dr. Jekyll et Mr. Hyde aurait disparu, et pire, il aurait probablement fait régresser Stanley pour lui faire répéter son évolution. Bref, il n'y a pas de problème en ce qui concerne l'absence de Jim Carrey dans cette suite, et ce dernier l'a très bien compris en refusant de faire une suite. Et puis, ça va avec le concept de la BD. La BD? Et oui, The Mask, c'était une BD à l'origine. La BD n'avait pas Stanley ou même un personnage récurrent, c'était un personnage différent à chaque histoire, racontant l'histoire d'un mec minable découvrant par hasard le masque pour laisser parler leurs pulsions. Même qu'à certains moments, la BD était particulièrement gore et malsaine. Et que dans une histoire, le Joker lui-même a mis le masque. Donc ne pas reprendre Jim Carrey, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'ils ont essayé de faire comme Jim Carrey. Jamie Kennedy essaye d'avoir un maximum d'expressions cartoonesques débiles et de délire à la Jim Carrey. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas Jim Carrey. Parce que chez Jim Carrey, on sentait que ses expressions étaient naturelles, qu'il fait ça tous les jours, même pour ses expressions les plus bizarroïdes. Mais quand Jamie Kennedy essaye de faire la même chose, on sent qu'il se force, qu'il essaye d'être délirant pour au final être embarrassant. Son jeu est plus proche d'un Rob Schneider que de Jim Carrey, et en faisant ses expressions débiles quand il n'a pas le masque, il détruit encore une fois le contraste entre la normalité de ce monde et du personnage et le pouvoir du masque, là où Jim Carrey était assez naturel et calme niveau délire quand il ne portait pas le masque. Tout ça parce que les producteurs voulaient faire un film de Jim Carrey sans Jim Carrey, au lieu d'exploiter autrement leur concept. Je ne demande pas de forcément reprendre l'aspect malsain de la bande dessinée, mais pourquoi pas mettre de côté l'aspect Tex Avery pour un aspect plus magique ou super-héros. Ça aurait donné pas mal d'intérêt à cette suite, tout en renouvelant de façon intéressante son concept. Ça aurait fait gueuler quelques fanboys, mais en même temps, c'est un petit peu à cause de ce genre de fanboy qu'on se retrouve avec cette merde qui essaye de refaire le premier film sans talent ou compréhension du premier film. Bref, le problème, ce n'est pas l'absence de Jim Carrey, le problème, c'est que ce film est une bouse. Mais enfin, Jamie Kennedy joue le rôle de... Salut, je m'appelle Tim Avery. Sérieux? Tim Avery? Donc après avoir été porté par un fan de Tex Avery, le voilà porté par un descendant de Tex Avery? Non, c'est encore une fois les producteurs qui font n'importe quoi avec le concept et ont casé une référence pas du tout subtile au modèle humoristique du premier film, mais qui n'est pas le modèle de ce film-là. Non, le modèle de ce film-là est le premier film et un épisode d'un mauvais plagiat des Looney Tunes. Mais enfin, Tim est marié à Nathalie de Monk, et il vit le cas typique du grand gamin qui ne veut pas avoir d'enfant tout de suite, alors que sa femme, si. Je me demande pourquoi il veut pas de gosse. Ah, ouais. Point validé. À chaque fois que tu entendais le mot bébé, c'était comme si on te faisait avaler du desktop. Et bah si c'est ça ou avoir des enfants pareils, je choisis le desktop sans hésiter. Pour la millième fois, Tim, si on a un bébé, il ne risque pas d'essayer de te rendre ma boule avec ses pouvoirs sataniques, n'essaiera pas de tuer ton chien, il te pissera pas dessus avec 4 super pénis, il te vomira pas dessus en tournant la tête comme dans l'exorciste, il ne t'insultera pas, il n'essaiera pas de te tuer, il n'amènera pas le dieu des emmerdes pour te tourmenter et changer la voisine en des géants, alors ça non ennemi. Ouais, bah tu rigoleras moins quand ça arrivera. Ah et puis ça va, c'est vrai que faire un gosse c'est pas des plus urgents, elle est encore jeune et tout, c'est pas comme si... Ouais, quand même, à ce point... Ok, bah alors, ouais...
Commencez à faire crac-crac de suite qu'on commence le travail. Tu veux pas d'enfant tout de suite, hein, mon gros? Non, je vous l'ai dit avec Nathalie, espèce de dégueu! Décidément, tu embrasses de mieux en mieux. Ensuite, dans l'œil de Milo, au-delà des nuages, le dieu Odin, joué par Bob Hoskins, crée le nom de Loki assis sur son trône sur un météore pourri dans l'espace, ce qui crée la Terre où Loki bronze sur la... Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette scène? Ça doit être l'une des pires transitions que j'ai jamais vues de ma vie! Pourquoi entrer dans l'œil de Milo? Pourquoi traverser les nuages pour voir Odin? Est-ce que tout ça se passe vraiment dans la tête de Milo? Sa tête est d'une dimension de poche ou quelque chose? Et pourquoi quand la caméra recule, on voit qu'Odin est dans l'espace intersidéral alors qu'avant de l'atteindre, on était encore dans les nuages? Et c'est quoi cet Asgard de merde? C'est juste un caillou dans l'espace, à peine assez gros pour le trône d'Odin. Et pourquoi la Terre apparaît comme par magie? Est-ce qu'Odin a sorti la planète de son orbite juste pour parler à Loki? Est-ce que le docteur va devoir aller traîner la Terre jusqu'à son emplacement d'origine à nouveau? Et pourquoi Loki est sur une plage? Je croyais qu'il voulait retrouver le masque. Quand une transition de 10 secondes détruit toute notion de réalité dans le film, mais aussi dans la réalité, ne la fais pas! Mais enfin, Odin apparaît juste pour faire de l'exposition et rappeler à Loki une information qu'il sait déjà pour que le spectateur soit informé de ce que Loki trame. Ce masque n'a que trop semé la zizanie parmi les mortels. Ouais, le masque a vraiment provoqué que de la merde, à savoir... rien pendant un millier d'années, à en croire l'état du coffre d'où le masque est sorti, et une scène supprimée du premier film montrant que le coffre est là depuis 1000 ans, et permis à un mec banal d'avoir suffisamment de confiance en soi pour vaincre un dangereux criminel et son gang, sauver la ville et la femme de sa vie. Ce masque a vraiment trop foutu la merde. En fait, ce qui me fait marrer, c'est que si ce n'est pas l'histoire de Stanley qu'Odin qualifie de zizanie de trop, c'est donc une autre histoire liée au masque qui a fait dire à Odin que c'en était trop, et qu'à en juger par la chronologie des films, ça veut dire qu'Odin a envoyé Loki pour retrouver le masque il y a plus de 1000 ans. Et qu'en plus de 1000 ans, Loki n'a pas été foutu de retrouver ce masque. Pas étonnant qu'Odin soit énervé à force de faire preuve de patience en attendant qu'un certain mec finisse le boulot qu'il lui a confié. Quoi? Non, rien. Tim, de son côté... Si tu n'as besoin de rien, je vais aller faire un enfant avec le voisin. Pourquoi tiens-tu tant à aider le démon à entrer dans notre dimension? C'est pour faire plaisir à ma maîtresse, la déesse du va te faire foutre, Tim! Tim explique alors pourquoi il ne veut pas d'enfant. Eh bien c'est parce que... Que notre enfant soit fier de nous. Mais de nous deux. Quand on lui demandera à l'école qu'est-ce qu'elle fait, ta mère, comme boulot. Et alors ton père, il fait quoi, lui? Non. On a très bien vu au début du film que tu as la phobie des gosses. Donc... Mensonge! Donc il veut devenir dessinateur de dessins animés pour que son gosse soit fier de son papa. Mensonge! Parce que pour l'instant, Tim est juste une mascotte terrifiante dans ce qui semble être la boîte d'animation la plus pourrie au monde. Sérieux, un costume de tortue aussi détaillé, c'est pas mignon et ça n'attire pas les gosses. Au pire, ça les effraie. Les gosses, ils préfèrent ce genre ou ce genre ou ce genre de tortue. Pas tortue qui sort les gros yeux comme s'il se faisait sodomiser. Et c'est quoi ça? Abraham Lincoln avec deux... Quoi? Mais enfin, on voit qu'il est aussi pote avec Kal Penn, qui collectionne les comédies de merde dans son CV, qui est acteur en motion capture. Sois entreprenant, attends pas qu'il te frappe-le d'abord. Oh, je comprends, comme toi avec Sylvia. Écrase. Tim essaye de proposer un projet de dessin animé au grand patron du studio, mais son projet est tellement pourri que même le patron mono-expressif, parlant aussi fort que Derrick à 2 à l'heure, et ayant comme mascotte une tortue, trouve ce projet chiant. Après ça, on montre Tim se faire pardonner auprès de Nathalie avec un cadeau plutôt mignon, faut le reconnaître. Bon, je dirais bien un truc comme quoi j'ai connu de meilleurs dessinateurs et animateurs que toi, et c'est le cas, mais ça c'est pas le projet professionnel, ça. Ça. Tim va ensuite à la fête d'Halloween qu'organise sa boîte, et bien sûr il y va avec le fameux masque. Ce serait tellement mieux si tu venais. Je sais, mais j'ai ce catalogue à finir, je peux pas. Monsieur Monk veut que je découpe de façon précise et symétrique tous les produits qui l'intéressent. Ça va me prendre 2 jours, et tu connais Monk, hein? Sérieux, comment tu fais pour supporter ton patron? En étant marié à quelqu'un d'encore plus immature et énervant que lui. Hey! Donc une fois à la fête, il met le masque, démontrant ainsi que malgré les 11 ans après le premier film, les FX sont encore plus fake qu'avant, et Tim se transforme alors en... Toi, t'as l'air d'adorer Halloween. Ah mon Dieu! On dirait un de ces mecs dans What the Cut qui se mettent à dire... Je vais enfoncer ma bite
tellement profondément dans ton cul que celui qui arrivera à la retirer sera surnommé le roi Arthur. Ouais, ça là. C'est réservé à la profession. Je dois bien avoir ça dans mon veston. Non, ça, c'est une perfusion. Oui, mais elle marche à la perfection. Voyons voir notre pantalon. Même Kevin Adams dirait que c'est de l'humour de merde. Mais enfin, durant la fête, Tim fait la seule chose que je lui accorde de bien. Il voit la nana dont Cal Payne est amoureux, et alors qu'il semble flasher sur elle, dû bien sûr à son absence d'inhibition en portant le masque, il va au contraire faire en sorte qu'elle tombe dans les bras de Cal Payne, montrant que même en ayant des pouvoirs sans limite, il est prêt à faire plaisir à son pote et rester fidèle à sa femme. Finalement, il se révèle pas si détestable que ça, ce Tim, quand il porte le masque. Faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose d'absolument horrible pour qu'après ça, je me mette à le détester. Genre ça, ouais. Ouais, forcer un groupe de nanas que tu connais pas à se balader en soutif, ça c'est mignon. Mais enfin, après ça, il... Continue la chanson, mais en la chantant à Elvis. Quoi? Ah, non, s'il te plaît, pas de gros plans sur ces bijoux de famille. Je t'en prie. Quoi? Country maintenant? Mec, t'es au courant qu'une bonne chanson doit rester dans un genre? Ou que s'il veut mélanger les genres, il doit mélanger les genres? Pas passer d'un genre à l'autre de façon si brusque, rendant la chanson plus insupportable? Oh bordel de merde, arrête de changer de genre! Ça ne rend pas ta chanson meilleure ou plus entraînante! Ça la rend plus merdique! Dégage de mon espace personnel, connard! Je veux pas te voir d'aussi près! Oh, et puis il va te faire foutre! Prends un genre musical et reste-y connard, putain tu fais chier. J'ai envie de te trucider comme tu as trucidé cette chanson. J'en ai marre tes conneries, grosse merde consanguine. Arrête cette chanson merde et ne chante plus jamais, sinon je te retrouve et je bute toute ta famille. This is the part where you boogie. This is the part where you dance. Bon, enfin, après ça, il rentre à la maison où il saute sa femme et on voit C'est le truc le plus mal animé que j'ai jamais vu de ma vie. Spermatozoïde masque! Spermatozoïde masque! Pourquoi faire ça, film? Pourquoi faire cette scène? Pourquoi nous la montrer? Pourquoi avoir eu l'idée de la faire? Maman, c'est quoi ça? Oh, et j'ai remarqué que cette scène a été censurée dans la version américaine. Cette censure était totalement inutile. Pourquoi elle était totalement inutile? Parce que cette scène n'aurait jamais dû exister! Comme ça on n'aurait pas eu la censurer! D'ailleurs, ça me fait penser à un truc qui démontre en quoi le concept même du film ne marche pas. Dans le premier film, on a vu que tout ce qui se détache du corps du porteur de masque redevient normal. Donc normalement, tous ces spermatozoïdes sont censés être normaux. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une centaine de spermatozoïdes normaux et que 3 spermatozoïdes masques. Et donc, non seulement ils ne devraient pas exister, car séparés du corps de Tim pour raisons évidentes, et donc ne doivent même pas transférer le pouvoir du masque à... Bordel de merde! J'arrive pas à croire que je parle en détail à propos de spermatozoïdes masques! Faites faire foutre, fils du masque! Fils de pute, ouais! Et maintenant, pour le plaisir des yeux, Jim Carrey rencontre le réalisateur du Fils du Masque.
Le lendemain, Tim découvre que ses folies ont convaincu le patron de sa boîte de le laisser mettre en place un projet de dessin animé basé sur son personnage au masque vert. Oh pourquoi Seigneur? Masque que Milo a repris d'ailleurs, alors que Tim en a maintenant le plus besoin. Je m'en fous du vrai nom du chien. C'est Milo. C'est clair et net. Qui va monter au premier étage d'après toi? What? Numphar fait la danse de la joie. Mais enfin, Nathalie, elle, annonce qu'elle est enceinte de ces putains de spermatozoïdes masques. Aussi, j'adore qu'ils doivent aller chez un docteur pour savoir si le test est positif. Nat, tout ce que t'as à faire, c'est pisser dessus et regarder sur la boîte ce que ça veut dire de barre. Tu n'as pas besoin d'aller confirmer chez un docteur et... Attends, elle découvre qu'elle est enceinte le lendemain de la conception? Ça ne devrait pas prendre plusieurs semaines, voire mois pour comprendre ça? Enfin, sa grossesse amène à des effets secondaires rigolos comme... vomir des bulles de savon, manger ça... Oh, et ça! Le truc est encore dans le ventre de sa mère. Comment il peut connaître sans chaud le cubain? Encore une fois, le masque confère le pouvoir de devenir ce que tu veux. Mais pour ça, faut déjà avoir une conscience, une volonté. Là, le fœtus n'a qu'une volonté. Dormir. Quoique, le jour de l'accouchement, si le bébé voudra rester, ça veut dire qu'il y aura des complications. Par contre, s'il tient absolument à sortir, ça veut dire que... Oh non, ça recommence. Oh mon Dieu, c'est ce que je craignais, ce truc va me tuer. Lâchez-moi! Au secours! Allez, enlevez-moi ça! Mais non, l'accouchement se déroule sans problème et Tim est maintenant papa du petit Alvin. Tu sais qui je suis, moi? Je suis ton papa. Ouais, moi aussi, je me mettrais à pleurer dès la naissance en découvrant que mon père est un mauvais imitateur de Jim Carrey. Après ça, dans la bouche d'Alvin se trouve Odin et son trône pourri qui crie à Loki qu'un bébé est né avec les pouvoirs du masque et sort ensuite dans un tunnel se trouvant dans l'œil d'une copie du masque que Loki... Arrête les transitions, connard! Juste arrête! Faire une transition aussi débile ne rendra pas ton film plus énergique ou attrayant pour les gosses. Ça le rend que plus bordélique et énervant. Et n'essaye pas de faire de trucs comme ça ne servant qu'à éveiller les gosses alors que ton film a des spermatozoïdes masques. Mais enfin, Loki tombe sur une autre copie du masque. D'où viennent toutes ces copies? Quand soudain Odin se met à parler à Loki en possédant le corps du vendeur. Vois-tu, Thor n'aurait jamais fait ça, jamais. Oh, ça y est, toujours la même chanson. Thor. Je crois qu'il faudrait que tu saches que je ne suis pas Thor. Je ne serai jamais Thor. Tu pourrais pas décider que c'est moi tel que je suis que tu aimes, au lieu d'essayer de me changer? Non! Je veux que tu ressembles plus à Thor! Ah, comme c'est mignon. Résumer toute l'histoire de crime fratricide de Loki à juste papa, il veut que je sois comme le grand frère au lieu de me laisser être comme je suis. Tu as encore en travers de la gorge que j'ai tué Bard, c'est ça? Évidemment que je l'ai en travers de la gorge, c'était mon fils! Tu veux pas juste accepter que je ne serai jamais comme Thor? Tu as tué un mec! Tu peux pas m'aimer juste pour qui je suis? Tu es le père de plusieurs monstres ayant tué des millions de personnes! Bah et toi t'es bien content de chevaucher un de mes fils? T'as été adopté. Quoi? Un enfant est venu au monde né du masque. Retrouve-le! Le bébé ou le masque? Retrouve le bébé. Et tu retrouveras le masque. Donc Loki suit la piste des dernières naissances pour retrouver le bébé et le masque, en prenant la forme de la guêpe la plus moche du monde. Et bien sûr, comme c'est un film pour débiles, Loki profite de sa forme pour... Quand je pense que j'aurais pu être médecin, ça me colle le bourdon. Odin en a plein la bouche de son Thor. Coucou. Mais moi je dis qu'il a tort. D'abord je retrouve le bébé magique, ensuite on fonce à la cafette et on se tape un beignet au miel. Où est-ce que je pourrais butiner un renseignement? Allons-y Dardar. Ta gueule! Donc il se retrouve avec une liste de bébés qu'il devra aller voir un par un. Pendant ce temps, Tim s'adapte très mal à sa vie de papa. Allez, tue-le avant qu'il ne te tue. Tu n'auras qu'à dire que tu t'es trompé de biberon. Con comme je suis, elle croit que j'ai pu faire une telle connerie. Tu n'utiliseras pas tes pouvoirs sataniques pour me... ne me tue pas, bébé démoniaque. Ne me tue pas. Je laisserai ma femme te sucer le nichon si tu veux. Mais ne me tue pas.
Ah, ouf. Voilà, avec ce marché conclu, je suis à l'abri tant qu'il sucera tous les jours les seins de Nathalie. Chérie, Monsieur Monk part pour un épisode se passant en Australie pour une semaine et je dois l'accompagner. Chérie, t'as qu'à l'emmener? Salut! Chérie, attends, emmène-le! Emmène-le! Donc Tim se retrouve seul avec Alvin à la maison alors qu'il essaye de travailler sur son projet de dessin animé. Ce qui s'avère très compliqué, surtout avec des têtes de clowns psychopathes au-dessus du berceau. Sérieux, c'est censé être mignon ça? Et avec Tim qui essaye d'étouffer le bébé avec des peluches. Bon enfin, au moins ça amène au seul bon gag du film. Maman. Ça c'est chouette! T'es drôlement en avance! Alors, papa, essaie de dire ça. Papa. Ta mère. Pendant ce temps, Sarah Connor... ça reste moins horrible que les gags qui enchaînent. Revenons à la partie scénaristique chiante, avec Tim qui décide de coller son gosse à la télé pour bosser tranquille. Ce qui donne des idées à Alvin pour essayer de tuer ou rendre fou Tim. Sans raison en fait. Le bébé n'a même pas l'âge suffisant pour vouloir intentionnellement faire du mal à quelqu'un, ni même comprendre ce qui se passe à la télé. Donc on peut assumer que mon coup du bébé satanique tient. Ouais, c'est déjà plus logique que Spermatozoïde Masque. Quoique, savoir que les scénaristes de cette bouse sont de ceux qui ont la fermeture d'esprit qui pensent que la télévision transforme en psychopathe, c'est assez logique. Et ironique quand on voit que ce film a généré plus de psychopathes que GTA, bien sûr. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wife. Baby, my heart's on... Oh mon Dieu, j'avais raison! Elle me croyait pas, cette connasse! Mais j'avais raison! Espérons que mon super pouvoir des tronches pas rigolotes me protégera contre son terrible pouvoir! Allô? Le BRPD? Alors, vous avez eu ce numéro? Peu importe! Mon bébé est une créature démoniaque qui danse pour me torturer psychologiquement! Ah, ça y est, je me souviens de vous. Vous êtes le pédiophobe qui nous a fait déplacer 4 équipes d'intervention 2 fois parce que votre femme vous forçait à participer à un rituel sexuel visant à faire venir au monde Octulu, c'est ça? Ouais, c'était durant notre lutte de miel. Mais là, le bébé démoniaque est né, ça y est. Et qu'est-ce qu'il fait, là, votre bébé Octulu? Il s'apprête à péter mon fax pour me faire virer. Et de son côté, le chien met le masque pour tuer le bébé, parce que ce dernier lui a piqué sa chambre et l'attention des parents. Et là, le film s'arrête. Pendant 10 minutes, vous avez une avalanche de gags pas drôles, avec un montage mou sur un cartoon à la Titi et Grosminet en synthèse moche, qui n'apporte absolument rien au film, à part une autre incohérence avec une règle expliquée dans le premier film. Bon, d'accord. Loki est un dieu nocturne, ça marche peut-être que la nuit. Le masque ne marche pas durant le jour. Or, non seulement le bébé utilise ses pouvoirs en pleine journée, mais le masque marche parfaitement aussi le jour. Et là, vous allez me dire que 10 minutes, c'est pas si long. Mais ce que vous ignorez, c'est que c'est physiquement 10 minutes. En réalité, la scène est tellement pourrie qu'une minute est multipliée par 10, ce qui fait qu'on subit durant ces 10 minutes 1h40 minutes de pas drôle chiant. Et le tout entrecoupé de Sarah Connor. Littéralement, durant cette séquence, vous pouvez aller faire une partie de Mortal Kombat, faire un tour à la piscine, au bar, faire vos taxes, regarder un meilleur film, tout ce que vous voulez, car vous ne regretterez pas une seule seconde d'avoir zappé ces 10 minutes abyssales. Et... t'as rien à dire sur l'aspect cauchemardesque de ces images dans un film pour enfants? Ben ça... c'est pratiquement le seul truc logique dans tout ce bordel. Comme je l'ai démontré, Tim a une peur maladive d'être papa, donc rendre le bébé si effrayant, c'est assez approprié et en logique avec l'histoire. Sauf que c'est un film pour enfants, c'est pas censé être effrayant, c'est censé être amusant et mignon. Ben, on sait pas qu'est-ce qui est passé à travers la tête des crétins qui ont fait ce film, donc on peut pas dire, hein. Par contre, si en effet le film se devait être mignon, alors ça veut dire que le mec qui réalise ce film a atteint un nouveau niveau d'incompétence vu qu'il a fait involontairement ce qu'il devait faire dès le début. Si on a un bébé, il ne risque pas d'essayer de te rendre ma boule avec ses pouvoirs sataniques. Il essaiera pas de tuer ton chien. Il te pissera pas dessus avec ses 4 super pénis. Il te vomira pas dessus en tournant la tête comme dans l'exorciste. Il ne t'insultera pas. Et il n'essaiera pas de te tuer à l'âge d'un an et demi. Non, il le fait à 6 mois, pauvre conne. T'as pas voulu me croire, hein, connasse. C'est le diable, c'est le diable. Maintenant, c'est qu'une question de temps avant que le dieu des emmerdes arrive.
Ça, Connor. Entrez. Au début, le bébé cache ses pouvoirs devant Loki, mais il découvre plus tard qu'Alvin est bien le fils du masque. Alors il va confronter Tim pour lui demander où se trouve le masque, en le menaçant d'une hache en plastoc de tenant un flingue. Mais au milieu de l'action, le bébé protège Tim. Quoi? Le bébé aime Tim maintenant? On parle du bébé qui a cherché à envoyer son papa chez les fous et de le tuer juste pour s'amuser, là. Le rendant meilleur Loki que Loki, d'ailleurs. Et maintenant, il le protège? Pourquoi? Oh, et puis merde. Odin prend alors possession du corps de Tim pour engueuler Loki parce qu'il a encore échoué à retrouver le masque, alors qu'il tient dans les bras le fils du masque. Parce qu'Odin est très con. J'en ai par-dessus la tête de tes histoires. S'il te plaît, écoute-moi. Ce que tu tiens, c'est le bébé. Silence! Tu ne me laisses aucun autre choix. Attends, écoute. Je te dépouille de tes pouvoirs immortels, mon petit, et je te condamne à un éternel exil sur la terre des mortels. Le seul moment où Jamie Kennedy joue bien dans ce film, c'est quand il est redoublé par Bob Hopkins. Si ça, c'est pas un comble. Odin prive alors Loki de ses pouvoirs pour le punir. Il est bien gentil par rapport à là où il était avant ça, le Loki. Tim et Alvin rentrent alors à la maison dans une séquence père-fils qui aurait pu être mignonne si le film n'était pas une telle merde et que les personnages n'étaient pas des générateurs de gags pourris durant tout le film. Et non, Somewhere Over the Rainbow ne suffit pas. Fallait en faire des personnages bien avant cette séquence. Cette salope de bébé m'a piqué le cœur de mon amant. J'espère que vous aurez beaucoup de spermatozoïdes masques. Mais enfin, Loki entre dans la chambre d'Alvin et décide des runes pour invoquer Odin et lui demander de lui rendre ses pouvoirs. Et pendant cette discussion bruyante, Alvin et Tim dorment tranquillement. Parce que ce film adore nous prendre pour des cons. Mais enfin, il accepte de lui rendre ses pouvoirs pour un temps limité, rendant le fait de lui avoir retiré ses pouvoirs il y a 3 minutes totalement inutile. Et il fait le retour de ses pouvoirs en transformant la voisine en nez géant. Elle fourre son nez partout. Va te faire foutre. Chérie, Monsieur Monk est mort, on en est débarrassé. Tu jures que c'est toi? Hein? C'est toi? Oui ou non? C'est Loki. Non, imbécile. Oh, quelle horreur. Tiens, tu vois, je l'ai vu dès le début que c'était... Attends. Mais comment Loki sait à quoi ressemble Nathalie? Je crois qu'il était même pas au courant qu'ils étaient mariés. Et pourquoi il se transforme pour faire peur à Tim au lieu de lui dire direct « Rends-moi mon masque !» Donc il kidnappe Alvin et promet à Tim de le lui rendre en échange du masque. Et il fait ça en allumant un bâton de TNT dans son cul. Parce que, sérieux, fuck you. Et c'est le moment qu'a choisi Nathalie pour rentrer et être accueillie chaleureusement. Sors de là, Loki! Où est mon fils, espèce de pourriture? Tim, Loki t'a dit qu'il te rendrait le bébé si tu lui rendais le masque. Pourquoi il continuerait à t'emmerder en prenant l'apparence de ta femme? Notre bébé a des super pouvoirs à cause du masque que Milo a ramassé et le dieu des emmerdes l'a capturé pour que je lui rende le masque. Tu te fous de moi, hein? Mais non, je t'assure! Notre bébé a des super pouvoirs. Oui. Mais bien sûr. Et il a essayé de te rendre ma boule avec ses pouvoirs. Oui. Et il a essayé de tuer ton chien. Oui. Et il t'a pissé dessus avec 4 super pénis. En fait, il en avait 3. Et il t'a vomi dessus en tournant la tête comme dans l'exorciste. J'aurais pas dû lui montrer ce film maintenant que j'y pense. Et il t'a insulté. Ouais. Et il a essayé de te tuer. Avec le piano. Et il a fait venir le dieu des emmerdes. Il s'appelle Loki. Et il a changé la voisine en nez géant. Alors maintenant tu comprends mieux. Donc ils partent retrouver Milo pour récupérer le masque. Ce dernier est allé séduire son sosie, mais Tim le convainc de lui rendre le masque en disant: Loki, le propriétaire du masque, il veut le récupérer en échange d'Alvi. Et il est méchant, tu sais. Il déteste tous les chiens. Quoi? Il n'y aura pas assez de langue pour te le dire, mec. Van Fun Cool. Donc après un baiser bien dégueu, on retrouve Loki et Alvin qui commencent à former un syndrome de Stockholm pour éviter que le film se termine si facilement. Parce que bien sûr, une fois le masque rendu, Loki décide finalement de garder le bébé, forçant Tim à mettre le masque pour arrêter Loki. Salut, beauté. Qu'est-ce que t'es sexe? Non! Non, il est pas sexe! Du tout! Après une pub pour la masque mobile que personne n'achètera, Loki et Tim s'affrontent dans un tournoi de gags pas drôles. Voler comme un papillon, piquer comme une abeille, De sauter comme une sauterelle et puer comme un putois. et Loki dit que le mur soit. Et le mur fut. Je vais t'éparpiller par
petit bourg façon puce. Oh putain, même les bons gars de meilleure comédie que cette merde ne sont pas drôles dans cette merde. Mais au milieu de cette bataille, Loki et Tim décident finalement de laisser décider Alvin. Est-ce que cela va donner l'occasion au film de balancer une morale familiale vomissante et ratée au milieu de cette avalanche de mauvais goût? Alvi, regarde-moi. Mon Dieu. Regarde ton papa. Fini les super pouvoirs. Je sais que j'étais plutôt nul au début. Je savais pas ce que c'était que d'élever un enfant. Mais tu m'as aidé à mûrir. Alors c'est bien mon tour d'aider mon fils à devenir un homme. Je t'aime, fiston. Mec, le truc il arrive même pas à identifier la couleur bleue. Comment veux-tu qu'il comprenne ce que tu lui dis là? Papa? Oh, Alvi. Ah mais oui, j'ai oublié qu'il savait même pas comment marche un bébé, les crétins qui ont fait ce film. Donc Loki, en colère, décide de le tuer. Tim, mets ce putain de masque! Je sais que tu as dit plus de super pouvoir, mais ta femme va se faire tuer si tu ne le mets pas. Alors mec... Oh, bah... Finalement, en effet, Tim n'a pas besoin du masque. Il a déjà des super pouvoirs. Oh, Jim Carrey! Mais bien sûr, le temps s'écoule avant que Loki ne décide d'utiliser autre chose pour tuer Tim et sa famille, et il se fait arrêter par Odin qui, pour pas changer, engueule Loki. Tu m'as fait énormément de peine, Loki. Moins que tu m'en as fait, papa. Arrêtez! Tim, non. Eh, attendez, Père Fouras. Attendez un peu. Je sais pas comment ça se passe chez les dieux dans le Walhalla, mais vous êtes son père, non? Il est la chair de votre chair? Oui, vas-y, défends le mec qui a cherché à t'enlever ton fils et de te tuer toi et ta femme. Je me doute que ce que je te demande est au-delà de tes capacités, mais arrête d'être con! Et même si vous le reniez, il reste votre fils pour l'éternité. Et il n'existe rien de plus important dans tout l'univers que les relations d'un homme avec sa famille. Tiens, je te le rends, tiens. Suis-moi, fiston! Oh, et quelle touchante réconciliation entre Loki et Odin. Je suis sûr que cela sera le début de magnifiques souvenirs de famille et d'une nouvelle vie pour... Ah ouais. Oups. Piètre dieu. Donc Tim complète finalement son projet de dessin animé en s'inspirant de ses traumatismes psychologiques, comme le gars qui a fait Evangelion, et inflige ainsi à la télévision l'une des pires bouillies que j'ai jamais vues. Loki va envoyer toutes les forces de la galaxie d'Asgard sur Terre et tuer Thor et les Avengers, permettant à Thanos de détruire toute vie dans l'univers, et pire que tout ça... Je trouve qu'il faudrait ajouter un autre personnage. Lequel? Une promesse de suite à cette horreur. Enfin, quelqu'un peut tuer ce film, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, verdict? Verdict? Ça me paraît évident. Ce film est une merde. Non seulement le film n'a aucune créativité, a un humour indigne des pires merdes du samedi matin sur Canal Jimmy, Alan Kimi se contente de jouer Floop dans Spy Kids, et Jamie Kennedy essaye trop de faire rire les bébés de 5 mois. Mais en plus, le film est l'un de ces films sans public. Un film qui ne convient ni aux enfants, ni aux adultes. D'un côté, la réalisation part dans un délire insupportable juste pour divertir les bébés. Tout comme les gags pas drôles et l'imagerie sans imagination. Mais l'imagerie est aussi trop malsaine et effrayante pour un gosse. C'est bourré d'allusions sexuelles et surtout de gros mots. Tu vas chanter, bordel! Et merde, saloperie! Moi, c'est ok de dire des gros mots dans mon émission parce que, voilà, je m'adresse à des gens qui savent utiliser Internet. Par contre, un film qui s'adresse à des enfants qui sont trop jeunes pour aller en maternelle, là non! C'est le cas typique qui essaye de plaire à tout le monde pour plaire à personne, en utilisant la méthode Spielberg-Pixar qui mélange l'aspect enfantin et adulte pour faire des films qui plaisent à tout le monde, sauf que Spielberg et Pixar, eux, font dans la qualité dans ces deux domaines et font un mélange des deux. Ils ne font pas un coup adulte, un coup enfant,
Mais surtout, ce qui fait le plus chier avec ce film, c'est bien sûr s'apparenter au film The Mask. Faire un suite d'un film qui faisait ce même mélange, qui avait un but et une intention sincère d'amuser, ainsi que du talent et de la créativité, pour au final faire l'exact opposé dans cette suite. Tout ça pour bâcler un projet vieux de 11 ans, juste pour s'en débarrasser et tirer profit du film, alors que les gens avaient déjà accepté qu'il n'y aurait pas de suite. Faire du centre du film un bébé était une terrible erreur. Ça a non seulement fait régresser le concept à un genre qui n'a pratiquement fait aucun bon film, mais en plus ça fait du bébé le personnage principal, alors qu'il ne peut jouer d'émotions ou même parler. Ce qui n'aurait rien changé au fait que ce concept est lui-même sacrifié pour faire du Looney Tunes à bas étage, et ce dans un film au personnage vide d'intérêt. Tim en premier. Le seul personnage décent étant Nathalie, qui joue suffisamment bien et a un caractère certes très limité, mais tout de même plus agréable que tous les autres personnages. Et le seul dont on utilise correctement le talent est Bob Hopkins, car tout ce qu'il a à faire, c'est être imposant et avoir une grosse voix. Et s'il y a pire que le film lui-même, c'est bien la VF du film. Car la VF a voulu rajouter quelques vannes pas drôles dans un film déjà bourré de gags pas drôles. Mais aussi, il a fait en sorte de rater les gags de la VO qui étaient déjà ratés. À l'exception du gag du faux qui est assez rigolo, mais qui est répété plus tard en moins drôle. Et encore pire, ils ont forcé le chien à parler. En effet, quand il met le masque, le chien parle. Mais dans la VO, il avait beaucoup de mal à dire ne serait-ce qu'un mot. Mais là, il parle autant qu'il rigole. Et bien sûr, comme il ne parle pas en VO, tu vois bien que ça a été rajouté au doublage. Encore une fois, inversement de qualité par rapport au premier masque, qui a une VF supérieure à la VO. Bref, ce film chie sur les gosses, chie sur les adultes, chie sur l'humour, chie sur le premier film, chie sur Tex Avery et chie sur la mythologie nordique. Bref, à part si vous êtes scatophile, fuyez ce film comme la peste et revoyez-vous le premier masque. Et c'est tout? Ben ouais, c'est tout. On va le voir quand ton patron? Tu ne vois toujours pas en quoi c'est important d'être implacable avec la médiocrité? Attends que je réfléchisse. Au point de détruire une planète avec une très chouette série de jeux vidéo et quelques très chouettes films? Non, non. Pour bien rappeler que ça ne doit jamais recommencer, nous ne tolérons plus de merde pareille dans cet univers. Nous montrerons à tous ceux qui feront dans l'incompétence, la fainéantise et le mépris du spectateur qui ne sont plus les bienvenus dans cet univers. Plus jamais. Et les possibilités alors? Quelles possibilités? Le Fils du Masque est un film de merde. Je vais pas dire le contraire, tu vois. Mais ta haine pour ce film t'a fait perdre de vue la raison pour laquelle on fait ça. Pour les autres films. Le Fils du Masque aura beau essayer, il ne remplacera jamais le film original. Des gens comme toi pensent que des films comme Le Fils du Masque détruisent de superbes films comme Le Masque. Alors que non, pas du tout. Une mauvaise suite, un mauvais remake, une mauvaise adaptation, ça ne suffit pas pour détruire les bonnes choses de cet univers. Il ne faut jamais oublier, même face à la pire des bouses, qu'il y a toujours quelque chose de bon autre part. C'est de là qu'est parti notre désaccord sur la planète Pokémon. Parce que toi, tout ce que tu y as vu sur cette planète, c'était qu'une série débile. Et oui, il y avait une série débile sur cette planète. Mais de l'autre côté, il y avait d'excellents films. Il y avait une série de jeux vidéo superbes, qui manque un petit peu de variation, mais qui est quand même superbe. Une petite étincelle de créativité. Une petite étincelle d'imagination pure, qui méritait d'être défendue. Et c'est pour cette petite étincelle que nous nous battons. Car dans la plus profonde des bouses, on peut toujours y trouver une étincelle comme celle-ci. Cette étincelle qui nous rappelle pourquoi nous nous battons. As-tu déjà oublié à quoi ressemblait ton étincelle? Quand tu auras affronté autant de bouses que moi, tu l'auras aussi oublié. Donc, c'est ça ta véritable apparence. Et oui, ça te surprend? Un peu. Je m'attendais à pire en fait. T'es pas si moche que ça pour quelqu'un qui se planque derrière un hologramme. Ah, très drôle. T'as pas remarqué le problème? Ben pour être... Attends. Tu es... extrêmement mal doublé, ouais.
C'est dû à mes voyages dans les pires nanars et dans les pires doublages de dessins animés japonais. Ah ouais, quand même. Mon véritable nom est le Major. Je suis entré dans l'Imaginavert pour te retrouver. Car un imbécile m'avait montré tes vidéos. Et j'avais vu que tu avais un Tardis, comme moi. J'avais besoin de pièces, donc j'ai cru que tu pourrais m'aider. Or, j'ai rejoint la Ligue de l'Imaginavert. Et je me suis donc fait passer pour l'aviateur pour te retrouver. Il m'a fallu 2 ans avant de me rendre compte que depuis le début, je m'étais gouré d'époque et que tu n'étais pas encore fait connaître avec ta première vidéo. Ah ouais, la gourde. Et le temps de te retrouver, j'avais déjà vu tellement d'horreurs que j'avais perdu de vue mon but initial. Il fallait que je te convainque que cet univers devait être purifié, car tu en es capable. Même plus que moi. Je suis prêt à combattre les Boses. Mais pas au point de purifier l'univers de l'imagination. Il n'y a que comme ça que l'on peut vraiment vaincre. Comment? En refaisant l'univers à notre image? On serait pas mieux que Dead Fox en faisant ainsi. Quand tu auras perdu l'étincelle, tu comprendras que tu le devras. Je ne serai jamais un critique cynique. Jamais. Nous verrons ça. Ah, nous sommes arrivés. Reconnais. Ça claque. Ça claque bien. Heureux de voir que cela vous plaît. Cherchez pas, il fait toujours ça avant d'apparaître. Qui? Ravi de vous rencontrer, Monsieur Spoiler. Oh bah, de même. En quelque sorte, vu que vous êtes un hologramme. Vous êtes très hologramme dans cette organisation, non? Ne le prenez pas mal, mon statut demande des précautions facilement qualifiables d'exagérées. Ouais, en d'autres termes, la manière la plus classe d'être une poule mouillée. Je reconnais que c'est un point de vue original, mais revenons à nos moutons. Vous vous demandez sûrement ce que vous faites ici. Pas trop. Surtout que je préfère être dans un endroit comme ça plutôt que sur une planète déserte bourrée de robots qui essayent de me tuer. Encore. Et donc la planète n'est pas si déserte que ça. Votre mort est justement due à un manque d'assurance et de ressources. L'organisation que je dirige peut vous apporter tout ce qui vous sera nécessaire, à condition bien sûr que vous nous rejoigniez. Et elle a un nom, votre organisation? La Ligue de l'Imaginavert. Oh putain! Oh bordel de merde! Y a-t-il un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Sérieux? Il y en a d'autres que l'autre con qui utilise ce terme à la con? Ah, ça ne m'a pas manqué, ça. La Ligue a officialisé ce terme depuis près de 300 ans. Désolé de vous décevoir, mais vous avez 3 siècles de retard avec le reste de l'univers. Oh putain de merde. Ce terme, c'est pire que René la taupe. Quand tu l'entends, tu te dis que c'est extrêmement con et que c'est extrêmement débile. Mais quand tu vois que toute la planète adore ce truc, tu te dis que c'est toute la planète qui est débile. À qui le dites-vous? Enfin bon, la Ligue surveille vos faits et gestes depuis un long moment. Oh ouais, j'ai vu ça. Il t'arrive jamais de vouloir lui casser la gueule? 3 fois par semaine. L'aviateur fait partie de la Ligue, mais celle-ci n'approuve pas tout ce qu'il fait. Il a d'ailleurs fait preuve d'un pragmatisme assez inapproprié dernièrement. Ouais, on a déjà discuté de ça, ouais. Il savait pas en fait que je parlais le français et pas le dans ta gueule. Dead Fox est une menace qui nécessite certains risques. Ah, ça va, d'accord que Dead Fox est dangereux, mais pas à ce point. Vandelcache m'a dit qu'il était en train de reconstruire une galaxie appelée la galaxie du Gant Rouge. La galaxie du Gant Rouge? Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? C'est ce que m'a dit Vandelcache. Et ce serait une des raisons de leur rupture. Mais qu'est-ce que c'est cette galaxie? La galaxie du Gant Rouge. Le Gant Rouge. Comme celui que le réalisateur utilise pour imposer ses films de merde. Un gant de boxe? De boxe? Vous voulez dire
La galaxie du V-Ball, reniée par Imaginever elle-même, et ce à cause des dégâts importants qu'elle provoque à travers la galaxie. Si Dead Fox arrive à la matérialiser... Cela pourrait détruire l'Imaginever tout entier. Vous pouvez l'empêcher? J'enverrai nos meilleurs agents à la recherche de l'emplacement de cette galaxie. Je suis prêt à vous aider. J'en conclus que vous acceptez de rejoindre la Ligue, Monsieur Spoiler. Si ça peut aider à arrêter Dead Fox, oh que oui. Très bien, voici quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Chaque membre de la Ligue a avec lui une relique afin de garder des liens avec le reste de l'organisation et sauvegarder leurs actions. Oh! Comme ça tombe bien. Ma précédente montre était un petit peu pétée en fait. Bon, pour vous aider, il faudra que je retrouve mon TARDIS. Mes hommes peuvent le retrouver. Non, qui se concentre sur les recherches de la galaxie du Grand Rouge. J'ai juste besoin d'un chauffeur pour m'accompagner à la bibliothèque de Myst. Pourquoi faire? J'ai réservé un livre là-bas. Dès que j'aurai retrouvé mon TARDIS, je pourrai vous aider. Une attaque d'un secteur dirigé par Dead Fox demandera beaucoup plus d'organisation que ça. Vous serez mis au courant, mais en attendant, il serait plus sage que vous accomplissiez certaines missions annexes, vu que mes hommes seront sur l'affaire de la galaxie du Grand Rouge. Ah, cool. Comme dans tout bon bizutage, je fais le ménage derrière les bons vieux de la vieille. Ce sera quoi comme mission? Ce que vous faites de mieux. Bien. Alors, une condition à mettre en place. Toutes sortes de films, toutes sortes de booze, toutes sortes de chefs-d'œuvre, avec une seule condition. Ça doit être fun à critiquer. Je ferai un effort. Bon, pas de temps à perdre. Major, tu nous accompagnes? Pas de soucis. D'ailleurs, mon nom c'est... allons-y. Mais attendez, patron. On va sur la planète Myst. Est-ce que ça veut dire que vous allez critiquer Myst dans le prochain épisode? Maintenant que je suis débarrassé de Loki et du masque, plus rien ne pourra m'arrêter pour faire de ce monde un monde de ténèbres et nous dominerons ce monde ensemble. René Smith.